Thank you. C'est avec une certaine émotion que j'interviens ici, parce que j'ai commencé mes études ici en 1971 avec le professeur Charles Namikoy. Je m'ai associé ici, nous avons accompagné beaucoup de nos amis de l'époque. Nous avions fondé, ce n'est que 10 minutes, nous avions fondé à l'époque, pour résumer un peu les choses. Voilà, nous avions fondé à l'époque une revue qui s'appelait L'Écriture. Nous avons fait, je pense, je ne sais pas combien de numéros, avec Jean Mitterrand, qui était le directeur. Nous avons fait peut-être 7 numéros. Nous rêvions tous d'écrire en français. Donc, nous étions dans des auteurs de littérature africaine. Je parais dans un recueil, je suis connu comme poète camerounais. Je suis donc allé en France en 1975 pour faire une thèse d'histoire. Et on se rend compte d'une chose, autant nous excellons, nous nous efforçons de maîtriser cette langue dans laquelle je m'exprime, autant nous sommes ignorés là-bas. Alors, j'ai fait un virage complet. Mais alors, ce virage ne m'a pas éloigné de Paris. Donc, on peut reprocher beaucoup de choses à la France, mais il n'y a qu'une chose pour laquelle, disons, on doit être reconnaissant que nous sommes, je suis professeur émérite aujourd'hui, mais j'ai enseigné en tant que professeur des universités dans un établissement qui assure le diplôme LMD, licence master doctorat, de 82 langues rares au monde. Rares, c'est-à-dire le chinois, mais aussi l'initude dans les grands espaces nordiques. Et pour chacune de ces langues, voilà, pour chacune de ces langues, la France investit dans une continuité, à la différence peut-être d'autres États européens, sauf la School for Oriental and African Studies, qui a été vraiment, qui se restreint énormément depuis Tachel. Mais en France, la tradition continue. Je suis parti à la retraite en 2021. J'ai eu un succès. Le poste, l'enseignement continue. Si vous voulez faire une thèse de doctorat en Peul, le Peul est une langue ici, vous pouvez vous inscrire à l'INALCO. Bon, ceci étant, donc je reviens à mon propos. C'est très important. Oui. Voilà. Bon, alors, le débat est le suivant. Donc, quel est, disons, comment situer où est la place des langues africaines dans la nouvelle pensée africaine, non dans l'éducation. Nous avons collé l'étiquette, c'est vrai qu'il y a une pensée africaine, mais les pensées n'ont pas de frontières. Il n'y a pas de frontières de pensée, grâce à Dieu. Bien sûr, pour ceux qui croient, c'est grâce à la pensée, tout simplement. Bon, donc, en gros, le problème que nous avons, il est permanent. Il a été permanent. Nous avons passé beaucoup de temps là-dessus. Donc, je vais aller très vite. En gros, il a fallu plusieurs années pour que je suis là. C'est en 1972 qu'on a reconnu le statut de langue nationale aux langues camerounaises. Je pense que j'étais à l'université en 1972. C'est à cette époque qu'on a introduit, juste comme sensibilisation, 5 langues camerounaises, 5 ou 6, je ne me souviens pas. Donc, ça veut dire que nous produisons, nous continuons, etc. Bon, tout ça, ça reste bon, je risque de retomber dans le débat. En gros, le problème, il est considérable, il est très important. C'est très important. C'est-à-dire que beaucoup de choses que nous souffrons aujourd'hui viennent d'un hiatus qui est au départ des choses. Donc ça veut dire que quoi? Il y a des enjeux considérables. Mais alors, peut-on avoir
enseigner les langues africaines sans un projet de société? Où avons-nous dû réussir l'enseignement des langues sans des projets de société? C'est-à-dire qu'en gros, le problème n'est pas un problème d'école. Bien sûr que les langues sont enseignées à l'école. Mais le problème n'est pas le problème de l'école. Bon, on a reproché, nous discutons, nous reprochons. Donc, je vais suivre pour aller un peu dans le fil du raisonnement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on regarde les choses globalement. Aujourd'hui, quel qu'en soit le cas, le français, l'anglais, je dirais pour nos voisins plus loin, l'espagnol, le portugais pour nos autres voisins, sont des langues dans lesquelles nous sommes. Et quoi que nous veuillions, c'est à partir de là que nous pourrons faire quoi que ce soit. Quand on parle du système éducatif de l'université, bien sûr, il y a un discours, mais quand vous avez à faire le mélange des produits chimiques, des expériences, quand vous avez à soigner quelqu'un, c'est aussi l'université. On ne peut pas s'amuser à dire aujourd'hui on va substituer un système. Ne dites pas que je suis en train de méditer pour que tout se passe en français ou en anglais. Je veux dire que le problème il est extrêmement complexe. En gros, pourquoi les langues africaines? Pourquoi? Donc, moi, j'ai reçu ma langue maternelle, il a reçu sa langue maternelle, on lui a dit un proverbe qui est très significatif, qui résume en gros bon. Donc, nous avons reçu ces langues, nous devons les transmettre. Sinon, il n'y a plus de langue africaine. Et chaque langue, quoi qu'on veuille, est irremplaçable au monde. C'est une vision de la réalité. Irremplaçable. Et c'est des richesses considérables. Donc, d'un côté, il y a la transmission. Donc, en réalité, ce dont nous parlons commence avant l'école. Et l'école n'est qu'un tout petit passage dans l'affaire. Ça continue après l'école. Alors le problème est considérablement complexe. Déjà en Europe, dans un pays comme la Suisse, où il y a peut-être 4-5 langues, c'est difficile. En Belgique, il s'est tapé dessus. Pour des questions linguistiques, il s'est tapé peut-être. Bon, la Norvège n'a que 2 langues. Ça a été difficile. Mais ils ont résolu leur problème. Alors le problème, il est ici considérable. À l'époque où moi, j'étais à l'école, on regardait tout ce qui est langue nationale, machin, comme du tribalisme. Le mot a disparu d'ailleurs. Dieu soit loué, parce qu'on parle de tribu, tribalisme. Voilà. Donc, voilà le débat. C'est-à-dire que, en fait, pour une fois, je m'excuse en exagérant un peu, pour une fois, nous devons créer, c'est-à-dire regarder les choses de façon nouvelle pour trouver une position. Voilà, donc on voit, c'est un problème extrêmement complexe. Donc, je ne sais pas de combien de temps je dispose, mais 2 à 3 minutes. Donc, en gros, voilà. C'est pour dire que ce dont nous parlons n'est pas seulement l'école. Ce dont nous parlons, l'école n'est qu'un maillon dans l'affaire. C'est une vision idéologique, mais aussi c'est un problème économique, c'est un problème sociétal, c'est un problème complexe. Qu'on ne se trompe pas, nous avons 2 langues ici qui vont nous accompagner pendant un certain temps. Voilà. Et qu'il ne s'agit pas de substituer une langue à une autre. J'oublie que, traditionnellement, on a une bonne partie de notre élite qui est entièrement formée en arabe. Voilà. Eux, ils ont une stratégie qui a sauvé leur langue. C'est-à-dire que tout enseignement traditionnel, je veux dire jusque dans les années 70, tout enseignement
de l'islam, de l'islamologie, est fait, bien sûr, dans les langues nationales. Dans mon cas, un peu en Hausa, j'ai appris tout là. Évidemment, bon, voilà. Donc, en gros, il s'agit donc de reposer le problème entièrement en tenant compte des enjeux. Il ne s'agit pas de remplacer une langue par une autre. Il s'agit de faire les choses le plus normalement possible. C'est-à-dire que partir de la première enfance, c'est-à-dire quand l'enfant va à l'école, il parle, on dit, ah oui, c'est l'école, mais il a appris pas mal de choses avant. Regardez, la maman, elle prend les berceuses, les machins. C'est là qu'on apprend les langues. Dans l'intimité, hein, quand vous prenez l'enfant. C'est là qu'on apprend les langues. Donc c'est un ensemble de problèmes extrêmement complexes devant lesquels, moi je dirais, nous devons nous placer.